Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre avec donc des primo-romancières. Je ne sais plus comment ça a été intitulé. Oui, ceux qui restent. Eh bien voilà, ceux qui restent, c'est nous, c'est vous surtout. On va parler de ces 3 courts romans. Donc merci d'être avec nous, merci de nous accompagner aussi, d'être là et de nous parler de ces textes. Je commencerai par un petit mot, peut-être pour vous présenter Céline Bagot avec ce roman paru chez l'Olivier. Alors, il y a des points communs entre les auteurs et les autrices maintenant, c'est qu'il y a les masters de création littéraire et c'est toujours super intéressant de voir dans ce parcours les textes que ça peut donner. Je crois que vous en venez aussi, on pourra peut-être en parler un petit peu. Vous avez travaillé l'écriture peut-être d'abord à travers des revues, des articles, la presse écrite aussi, ce qui est une autre forme. Mais ici, c'est donc ce premier roman. Ici commence Mon père, l'histoire d'un père disparu qui est sorti des écrans radars. C'est la formule que vous utilisez, qui est une histoire personnelle. On en parlera, vous nous en direz un peu plus, et qui nous permet d'aborder le lien père-fils. Et ce titre fait écho à cette phrase qu'on voit parfois dans certaines villes. Ici commence la mer, je crois que c'est ça, sur les plaques d'égout pour attirer l'attention. Voilà, et vous revenez sur cette disparition, et qui est une double disparition d'ailleurs, puisqu'il y a eu une première disparition et la découverte du corps plus tard. Voilà, on en parlera. Claire Grillois, vous êtes là pour Le cœur quand il explose chez Quartier Libre, qui est une nouvelle maison d'édition, je crois, il faut le signaler. Et c'est vous qui avez la responsabilité, je crois, du premier texte de cette maison, mais je crois que la maison d'édition sera mise à l'honneur et vous pourrez en parler aussi. Vous êtes par ailleurs scénariste et réalisatrice. Vous intervenez d'ailleurs à ce sujet sur des lectures dans des établissements scolaires. Et dans ce premier roman, on suit une jeune femme qui est dans une fuite, un long propos autour de son amour disparu, son amour mort à Paris dans une manifestation. Et c'est une déflagration supplémentaire, en fait, qu'on lit dans ce texte, qui est aussi émouvant finalement comme celui de Céline Bagot. C'est un peu des livres qui peuvent vous faire pleurer éventuellement, je préfère vous le dire, mais avec beaucoup d'émotions en tout cas. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Et puis Julia Sinzan, alors je prononce bien votre nom parce qu'il est quand même énormément question des langues. On verra ça dans Sporen. Sporen qui veut dire trace, et c'est effectivement les traces de la famille, les traces des langues, tout ce qui tourne autour de la mémoire et d'un couple qu'on découvre à travers tous ces fragments. Un couple qu'on découvre d'abord par la femme, je vais l'appeler la femme d'abord, qui va prononcer un premier mot qui est un nom qui va ouvrir le récit. Vous êtes passé par un master de création littéraire aussi, et vous êtes fait repéré avec ce livre-là. Hein. Vous avez eu quelques prix Révélation d'automne de la SGDL, finaliste du prix Médicis. Voilà, donc on va aussi avec ce texte aborder peut-être la part personnelle des fragments justement qui le constituent. Mais peut-être je voudrais qu'on commence avec les personnages finalement, parce que là, ce sont eux, alors vous qui a envie, ce sont eux qui sont l'incarnation des liens et des sentiments. Ce sont eux qui sont assez importants, même s'il y en a d'autres éléments qui sont importants pour vous et qui sont importants pour le récit. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans le cas par exemple de Wim et Rinsk, si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui ils sont, c'est-à-dire dans l'histoire, la période historique, je veux dire, et qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout nous dire de ce qu'ils représentent, mais pour avoir un peu quelques indices sur ce couple. À vrai dire, en fait, pour moi, c'était le couple, le personnage. C'était les deux, l'un sans l'autre. Ils sont assez dysfonctionnels tels qu'ils sont.
Et donc, j'ai vraiment conçu le couple comme étant le personnage, donc l'un avec l'autre, l'un sans l'autre, mais toujours avec cette absence donc de l'autre. Et, ils sont passés par... ils ont tous les deux une histoire qui est marquée par exemple par la guerre. La guerre, oui. Qui est très constitutif de qui ils sont, même si ce n'est pas que ça. C'est important. Et ces premières traces, en fait, donc ces premières spores qu'on trouve sur eux, c'est effectivement les événements historiques qu'ils ont traversés tant bien que mal l'un comme l'autre. Rinske, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Il est mention de Rotterdam où elle aurait grandi. Et Rotterdam, c'est une ville qui a été complètement bombardée parce que c'était un grand port. Donc il y a ce traumatisme-là avec la mort et tout ce qui s'ensuit avec ça. Alors que Wim, lui, il s'est engagé comme soldat dans la guerre d'indépendance indonésienne. L'Indonésie était une colonie néerlandaise qui a demandé son indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et chez lui, les traces sont même physiques parce qu'il a une cicatrice dont il est question dans le livre aussi. Et tous les deux, ils sont un peu ce cumul en fait de traces, donc de passages historiques traversés ensemble, mais il est beaucoup question du langage aussi. En fait, ils n'ont pas les mots, ils ne les trouvent pas pour en parler. On parlera du langage, mais je voulais vraiment qu'on se rende compte de qui ils sont. Et c'est effectivement un couple avec des enfants. C'est la structure familiale et les liens entre eux et les liens aux enfants, même si les enfants sont un peu plus évanescents. Absolument. En fait, j'ai fait le choix, peut-être un peu radical aussi, mais de vraiment ne focaliser que sur Wim et Rinske, que sur le couple. Il y a quelques... je ne sais même pas si on peut parler de personnages. En fait, ce sont des figures un peu évanescentes autour. Il est question de filles, on ne sait pas combien. Il est question d'une tante à un moment donné, d'une mère. Mais tous ces personnages autour, finalement, ils font presque plus partie du décor. Je voulais vraiment me concentrer sur eux, mettre la loupe presque sur ces deux personnages, essayer de voir au plus près quels sont les gestes qui font leur vie. Voilà. Oui, les autres, d'ailleurs, je crois qu'ils ne sont même pas nommés. Ceux qui ont un nom, c'est Wim et Rinske. Oui, absolument. Oui. Il y a le chien aussi qui a un nom quand même. Je ne sais pas ce que c'est dit, mais bon. C'est possible. J'ai oublié le nom du chien. Dans Le cœur quand il explose, il y a une double chose qui est intéressante, c'est que cette narratrice, finalement, on sait quasiment pas grand-chose d'elle. Et ce qu'on découvre, c'est la personnalité de l'amoureux, de l'amant, je ne sais pas comment le qualifier, dont je crois qu'on ne connaît pas le prénom, c'est ça. Mais qui est-il finalement pour vous ? Vaste question. Peut-être dans des aspects très basiques, pratiques de son identité. En fait, je me suis directement inspirée de quelqu'un qui existe dans la vraie vie, que je côtoyais moi, quoi. Et après, qui il est, je pense que c'est aux antipodes de ce qui fait le roman et du coup de ce qui lui est arrivé. C'est une personne qui déborde de vie et presque qui est... Je ne sais pas si on peut être trop vivant, mais en tout cas, s'il avait des détractrices qui devaient lui reprocher... Enfin, évidemment, on peut lui faire mille reproches comme à tous les personnages, puisque l'intérêt des personnages, c'est bien sûr qu'ils soient faillibles, mais je pense que c'est quelqu'un qui déborde, qui tient pas en place, et puis qui nourrit une forme de colère extrême que partage la narratrice par rapport à un système politique qui broie, par rapport à une violence d'État qui est écrasante. Et lui-même finit par du coup devenir le dommage collatéral de ses propres tentatives de renversement du système, quoi. Enfin, il s'inscrit dans des mouvements politiques où finalement c'est lui qui se fait happer jusqu'à disparaître. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, il est marqué par, effectivement, il est vivant. Il y a ce côté joyeux
effectivement, qui ressort de ce qui est dit à travers cette jeune femme qui en parle. Et justement, en miroir, on parlait de la guerre avec Julia, et là, en miroir, c'est un traitement politique aussi, qui n'est absolument pas anodin, qui explique des choses, mais qui n'est pas anodin, je trouve, dans la façon dont c'est dit, même si ça n'est pas frontal, c'est pas le sujet, mais c'est très très important. Céline, peut-être parler de cet homme qui a une vie, qui a peut-être même eu 2 vies, qui a été menuisier, qui il est finalement, qu'est-ce qu'il représente? Alors, effectivement, mon père, que j'appelle Joseph dans ce roman, je dresse un portrait de lui, mais c'est pas un portrait très clair. C'est un portrait équivoque parce que, effectivement, il s'agit de sa disparition. Il m'a semblé, à l'écriture du livre, qu'il fallait prendre au sérieux le geste de disparaître, et il fallait aussi le prendre au sérieux dans le fait de ne pas, à la fin, chercher à dresser un narratif clair sur ce qui s'était passé, et pas non plus à reconstituer un portrait extrêmement limpide, un portrait univoque, un portrait clair de l'homme qui était mon père. Donc je procède là aussi par traces et par touches. Donc oui, c'est un menuisier, un ancien compagnon du Tour de France. C'est quelqu'un qui refait sa vie à une 50aine d'années, donc a des enfants d'un premier mariage. Moi, je suis issue d'un 2e mariage. Et puis c'est un marcheur, et puis c'est un navigateur, et c'est également quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, qui a des positionnements d'extrême droite qui sont assez affirmés. Mais tout ça dessine aussi des îlots, des îlots de personnalité. Pour moi, c'était important d'aborder ça sous la question d'îlots et de me dire, à partir de là, comment on peut expliquer en fait ce geste-là. De la disparition qui n'est pas forcément explicable, mais je sais pas, c'est pas forcément que ce soit des moteurs narratifs et qu'on puisse ne pas expliquer ce qui s'est passé, mais ça fait partie des choses dont vous parlez ensuite. Et moi, j'ai été très frappée. Alors, on pourra parler de ces silences et de ces non-dits, justement, qui sont importants dans vos textes, mais aussi par le fait que vous parlez d'événements tristes, d'événements marquants, et que quelquefois ces choses-là, on les aborde dans cette envie d'atténuer la souffrance en essayant d'oublier, de reposer un voile dessus, alors qu'au contraire, il y a ce puissant moteur qui est justement ne pas oublier, se souvenir, garder les traces. À quel point c'est ça qui, peut-être pas le moteur premier de ce que vous avez écrit, mais qui porte le texte et la voix des personnages qui le racontent. Et comment ça se manifeste du coup? Il n'y a pas de bon ordre qui... je prends le micro, mais... moi, au-delà du livre, peut-être, c'est quelque chose qui me meut dans la vie, et je pense que, personnellement, c'est pour ça que j'écris déjà. Là, ça s'y prêtait parce qu'effectivement, il y a une histoire de disparition et de traces à garder. Mais le geste d'écrire, je le fais déjà dans ce sens-là. Et en fait, c'était la prolongation d'une mécanique qui m'est déjà inhérente dans mon approche de l'écriture. C'est presque un geste déjà naturel, perso, que j'ai d'archivage de choses qui m'arrivent. Je passe ma vie à m'écrire des messages à moi-même ou à m'enregistrer des messages vocaux parce qu'il y a des choses que je veux pas oublier, et toujours avec cette espèce de besoin de consigner la vie pour qu'elle nous échappe pas. Et voilà, là c'était du coup assez logique de transposer ça à cette histoire.
le plus grand mal du siècle de ne pas pouvoir garder les gens en soi, de perdre leur empreinte, de n'avoir qu'un souvenir. Tu sais ce que ça fait, le manque. Exactement. Et puis, manque ou pas, en fait, le simple fait que tout nous échappe en permanence, quoi, y compris nous-mêmes, d'ailleurs. Là aussi, convoquer, rappeler les choses dans la forme aussi même d'écriture. Est-ce que c'est bien ça voilà, l'énergie qui a l'air de traverser le texte? Peut-être d'abord à propos de la forme. Donc c'est une succession de fragments qui ne suivent pas un ordre linéaire. Donc on voyage sans jamais vraiment savoir si c'est dans le avant, après la première scène qui ouvre le roman. Et c'est parce que je voulais travailler aussi avec l'idée que la mémoire n'est pas une ligne droite, c'est pas un collier de perles qu'on peut enfiler, c'est un amas, c'est quelque chose de difforme et parfois, oui, vous parliez de convocation et je pense qu'effectivement il y a des choses, toujours des détails dans le présent qui peuvent convoquer des souvenirs plus anciens et dans le cas de ces deux personnages, des traumatismes aussi. Rinske marche dans la forêt et elle entend le sol craquer, ce sont des branches, elle ne sait pas. Et en fait, c'est Rotterdam, c'est les eaux, c'est toute la ville détruite qui ressurgit dans la forêt, qui est d'un calme absolu. Et je pense aussi que ces deux personnages, Wim et Rinske, ils sont assez mystérieux. Finalement, on connaît peu leurs pensées, mais je voulais donner le goût, la sensation, les images de l'intensité qui les traverse quand même à travers ses souvenirs aussi. Et je pense que c'est plutôt ça, ils sont une intensité de vie, même s'ils sont silencieux. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on ressent, la vie. Et justement, on parlera peut-être après de cette non-linéarité qui vous est aussi justement commune, de ce qu'elle provoque de très, très intéressant. Cette convocation, c'est justement là aussi tout l'enjeu, enfin pas l'enjeu peut-être, le mot est un peu fort, mais de refaire l'histoire finalement à rebours. Je crois que vous dites je connais la fin. Mais de refaire l'histoire, c'est convoquer justement ces moments-là dans des détails. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé chez vous. Ça passe par, je ne sais plus, il y a une montre en commun chez certaines d'entre vous, les chaussons à l'hôpital imbriqués l'un dans l'autre. C'est convoquer vraiment des petites choses qui ensuite ouvrent des portes assez immenses. Oui, c'est un peu l'anti-enquête que j'ai voulu mener. C'est-à-dire qu'effectivement, le livre s'ouvre sur cette phrase de « On a retrouvé le corps de mon père ». Enfin, de ton père, puisque c'est quelqu'un qui me le dit par téléphone. Donc, il n'y a pas de mystère, quoi. On sait qu'il va être retrouvé. Donc, effectivement, quand on écrit au moment où on sait, pour moi, il y avait un enjeu, c'était de se demander comment on retourne au moment où on ne savait pas. Donc, c'est un peu, effectivement, l'anti-enquête, mais à la fois... du coup, c'est tourné autour d'un trou, autour d'un vide, en fait. Et je n'avais pas très envie d'élucider précisément ce qui lui était arrivé et de rassembler effectivement ces petits signes et ces petits détails comme pour essayer de reconstituer le tableau, mais plutôt pour nous lancer dans différentes directions, quoi. Enfin, c'est plutôt des choses qui sont éparpillées devant nous et qui ne font pas nécessairement sens. Mais ce n'est pas parce que ça ne fait pas sens que ça raconte rien, quoi. Non, complètement. Et je crois que c'est Julia qui parlait de silence et de parole tout à l'heure. C'est aussi ce qui est très marquant, c'est à la fois dans la déconstruction du texte, il y a des zones d'ombre que vous laissez, et aussi les personnages en tant que tels volontairement ne disent pas tout, et vous reconstruisez un petit peu ça, le silence. Vraiment, je trouve que le mot silence, la voix, l'absence de parole et les choses tues à un moment sont très importantes. Et quand on parle d'écriture, se dire des choses non dites, ça pourrait sembler assez paradoxal. Et justement, c'est très fort ce que ça provoque. Et là aussi, c'est la part, on ne sait jamais à quel point c'est voulu. Mais quel rôle il a, le silence pour vous et pour vos personnages? Elle cherche à un moment, je ne sais plus si c'est Wim qui cherche la voix de sa mère, par exemple. C'est Wim au téléphone qui ne se rappelle pas de la voix de sa mère.
Mais je pense que le silence, en fait, il est au cœur de ces deux personnages. Et j'aime beaucoup, moi, le terme d'enquête. J'adore les enquêtes aussi. Mais de fait, je pense que c'est un motif qui m'anime aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire, moi? Pardon, C'est pas grave. non, je rebondis sur ce qu'on a dit juste avant, et après je reviens au silence. Mais je pense que le silence, il est au cœur de cette énigme aussi, justement. Pourquoi ce couple tient dans le temps? Qu'est-ce qui les fait tenir alors que justement rien ne semble les tenir? Et c'est déjà peut-être une forme de silence, cette absence de réponse évidente. Et ça pousse à se demander comment écrire le silence. Enfin, c'est, comme vous le disiez, c'est complètement contre-intuitif. Et pour le coup, je pense que ça passe beaucoup par les gestes et l'attention aux détails, justement, que ces détails, ils viennent parler, ils viennent peut-être suggérer des éléments de réponse sans jamais être catégoriques non plus. Dans la suggestion, justement, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la suggestion et tout ce qu'on sent dans leurs histoires qui n'a pas été dit. On ne saura pas forcément tout, mais on en comprend des bribes. Et peut-être dans l'histoire du père, c'est ça aussi, c'est ces moments de silence, des choses qu'en tant que lecteur, on découvre tardivement dans le récit, peut-être de la même manière que tardivement, vous avez appris certaines choses sur cette double vie. Et du coup, on prend la mesure des silences qu'il peut y avoir au sein d'une famille, des choses qu'on ne se dit pas au sein d'un couple. Moi, je crois que les familles sont constituées d'autant de paroles que de silence, et que effectivement, à un moment, mon père disparaît doublement, d'abord parce qu'il a la maladie d'Alzheimer, puis ensuite parce que il fugue et puis on ne le retrouve pas. Mais cette disparition ou ces épisodes de silence avaient commencé bien avant. En fait, j'ai l'impression que de toute manière, il y a quelque chose constitutif dans la relation parent-enfant de l'ordre de la disparition. C'est-à-dire, on ne connaît jamais très bien nos parents, en fait, même s'ils sont en vie, même s'ils sont en bonne santé, et même s'ils sont en face de nous et prêts à tout nous raconter. On se rend rapidement compte qu'il y a des choses infra, il y a un interligne qu'on n'a pas, quoi, et qu'on ne peut pas vraiment reconstituer. On a des pistes, on pourrait essayer de comprendre quelque chose, mais je trouve aussi qu'il y a une beauté. Il faut remettre ça, il faut redonner aussi de la dignité et de la beauté à ça, en fait, à ce qu'on ne sait pas d'eux. Est-ce que le silence fait écho aussi, Claire, dans le cœur quand il explose, alors qu'il y a aussi beaucoup de sons et de bruits, mais de non-dits? Oui, alors pas du tout comme viennent de le dire les filles, parce que dans le cœur quand il explose, c'est même plutôt le contraire, c'est-à-dire que le silence devient un ennemi, parce qu'il représente évidemment la silenciation politique des personnes qui essayent de résister pour défendre un modèle qu'on leur ôte, et il représente bien sûr la mort et la disparition de ce personnage qui, je ne l'ai pas décrit comme tel tout à l'heure, mais qui est musicien et qui se définit beaucoup du coup par la musique, par le bruit, par le son, par le fait encore une fois d'être très en vie. Et alors que dans les œuvres en général, j'aime beaucoup les non-dits, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer au cinéma par exemple, là il y avait vraiment une volonté de faire exister le bruit, et c'est pour ça que c'est une seule phrase qui ne veut pas s'arrêter aussi, c'était pour que le silence ne vienne pas, en fait. Il joue de la musique dans les caves de l'en dessous. C'est une des formules qui revient souvent. Et le bruit que vous évoquez, celui des lacrymos, voilà, c'est à grand coup de matraque, à grand défilé de chars, à tir de LBD, à paf de lacrymos. C'était ça le but du jeu, c'était de nous faire pleurer. On doit bien manquer de sel en France pour qu'ils veuillent à ce point-là nos larmes, assis au bord du gaz comme au bord de la route. Voilà, ça c'était pour le petit côté odeur aussi. On respire un petit peu de gaz. Je voulais aussi qu'on parle des corps.
parce que le corps est important. Alors c'est dans la forme d'une bouche. On parlait justement des cicatrices de Vim, des corps aussi des animaux enfermés dans le roncier, du corps du père qui est très important parce que forcément dans une disparition, quand il n'y a pas de corps, c'est terrible pour beaucoup de choses. Comment vous les avez mis en scène, ces corps qui sont quelquefois dans la littérature pas évident à évoquer. On pense souvent psychologie, et là le corps aussi, le côté charnel est assez important. De fait, la psychologie de mes personnages, elle m'est aussi un peu étrangère. Enfin, ils sont pour moi pas très définis non plus. Il y a des traits qui ressortent, etc. Mais ce qui me semble évident, c'était par contre leur corps. Mettre leur corps en mouvement, c'était ça, leur rapport au monde. Et c'était peut-être ça que moi, je pouvais le mieux montrer finalement, puisque je ne voulais pas les expliquer, eux. Je ne voulais pas expliquer particulièrement leur comportement. Enfin, en fait, je veux rien expliquer d'ailleurs. Mais je trouve que le corps, il a une force de suggestion aussi, là encore, qui est très forte. Et vous évoquiez le roncier, donc ça c'est plutôt un passage allégorique où il est question d'animaux, d'oiseaux qui se prennent dans le roncier, qui y meurent aussi. Et je pense que dans l'ensemble du livre, je pense qu'on peut dire qu'il est assez organique en fait dans l'ensemble, qu'il y a vraiment, oui, je pense que les corps parlent plus que les bouches dans Sporen. Ouais. L'une ou l'autre, est-ce que le corps vous évoque quelque chose ou pas? Ou sinon on n'est pas obligé de parler du corps. Oui, c'était assez central pour moi. Je rejoins le mot d'organique que tu dis, parce que il s'agit de retrouver un corps et puis ensuite de se rappeler de ce que c'était quand on ne l'avait pas. Donc, et qu'est-ce que le corps est bien quelque part? Enfin, ça méritait de s'intéresser de près à cette question. Moi, je l'ai prise au premier degré. C'est quoi un corps qui disparaît? C'est un corps qui disparaît, donc c'est molécule après molécule. Donc il s'agit d'imaginer le temps qui passe, parce qu'un corps se désagrège dans la nature et alimente les sous-bois, les animaux. C'est une idée que j'ai trouvée en fait assez rassurante, curieusement. Je sais que pour certaines personnes et pour des membres de ma famille, c'était quand même assez difficile à envisager. Moi, j'ai trouvé ça très rassurant qu'on ne soit pas pris entre quatre planches et puis condamné à être placé dans une espèce de chape de ciment. Je me suis dit, en fait, il y a quelque chose quand même de très beau dans cette espèce d'autogestion de sa mort, en fait, et de ce que va devenir son corps. En fait, j'ai trouvé que ça ressemblait tout à fait à l'homme qui était mon père, quoi. Et je ne sais plus quel est le mot, mais c'est mieux que d'être humusé, ou je ne sais plus, maintenant il y a une commercialisation aussi. De l'humusation, oui. C'est ça, de la mort qui posait aussi question, alors que là c'est directement naturel avec tout ce que ça peut comporter. Oui, Julia? Mais oui, en fait, cette idée de quelque chose de rassurant, ça me parle aussi. Et je reste avec mon obsession du rossier, mais les oiseaux meurent dedans, mais derrière, il y a un arbre qui peut pousser. Et en fait, le chêne peut prendre racine dans le roncier qui semble être un piège à l'origine et qui est une sorte d'assassin naturel. Et en fait, il y a cette idée de cycle, de continuité que je trouve assez belle et rassurante aussi. Alors, décidément, il y a beaucoup d'échos et beaucoup de contraires aussi, puisque dans Le cœur quand il explose, c'est tout à fait l'inverse, même si je vous rejoins complètement dans l'absolu, quoi. Mais là, en l'occurrence, ma narratrice a un refus viscéral de la disparition du corps et de sa dématérialisation. Donc, il n'est même pas question de réfléchir à un après, puisque pour elle, ça ne peut pas se passer et que c'est tout simplement toute la violence du déni, en fait. Donc le corps est très présent, mais il est très présent dans une réalité immédiate, comme s'il était du coup pas mort, et ça convoque du coup la chair, le désir, le sexe, l'amour, enfin, et avec cette idée qu'il reste des fragments de lui,
mais ce sera jamais des fragments de son corps. C'est des chaussures, c'est ok qu'on retrouve des chaussures défoncées, mais le corps existe toujours. Sa disparition est refusée, quoi. Jusque dans le titre, d'ailleurs, le cœur quand il explose, et puis parce que c'est aussi le corps qui est attaqué par les forces de l'ordre, par la violence policière, c'est le corps qui est directement touché. Et Julia, tout à l'heure, évoquait cette façon de raconter que vous avez toutes les trois, qui est de ne pas suivre une chronologie. Voilà, ce choix, il vient d'où ? Est-ce que c'est justement l'histoire qui le fait, qu'il y a eu aussi des va-et-vient passés, présents, mais on sait très bien que pour raconter une histoire, on peut tout à fait revenir à la linéarité. Or, vous, ce n'est pas le choix que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans ? Oui, moi j'avais l'impression que la linéarité, c'était une manière de refaire l'histoire, d'élucider et puis de donner une espèce de récit un peu autoroute, quoi. C'est-à-dire que j'allais moi-même prendre en charge cette histoire et l'écrire d'un bout à l'autre. Ça me semblait un peu intrusif, un peu impudique, je ne sais pas comment le dire, mais effectivement, comme si j'avais un pouvoir de décision là-dessus. Et effectivement, ce que je disais au départ, respecter pour moi le geste de disparaître et lui redonner sa puissance. En fait, on peut décider de faire ça même au creux de la maladie, au creux d'un endroit qui est effectivement réservé à l'impuissance. On peut reprendre... il est peut-être possible d'imaginer un récit qui reprenne de la puissance et effectivement envisage sa propre disparition. Et je pouvais pas, moi, reprendre du pouvoir là-dessus. Et j'aurais eu l'impression, effectivement, qu'un récit clair, mais... Enfin, linéaire aurait été ma voix contre ma voix par-dessus la sienne, quoi, quelque part, ma voix par-dessus ce geste-là. Moi, il y a une notion de morcellement de mémoire qui empêche clairement cette linéarité, puisque de toute façon, la métaphore de l'éclat d'obus qui est dans le livre est là aussi pour signifier cette espèce d'explosion qu'on se prend dans la gueule quand la personne qu'on aime décède, quoi. Et donc en fait, c'est déjà, je pense que ça se prête pas du tout à la colère, à tout ce que ça peut convoquer d'une forme de folie, quoi, en fait, parce que et voilà, et puis en plus de ça, donc déjà en fait, il y a cette première composante qui est la manière dont c'est pensé par la narratrice, avec ce morcellement. Et puis à côté, il y a le fait que la violence politique reste une violence opaque et que donc on n'ait pas de notion très précise de ce qui s'est passé, même si elle essaye de reconstituer des choses. En réalité, on ne peut jamais avoir un chemin extrêmement net de ce qui a amené telle personne dans telle ou telle condition de vie, voire à ne plus avoir de vie du tout, quoi. Cette forme, elle s'est imposée assez rapidement lorsque j'ai commencé à écrire aussi, parce que déjà, effectivement, une linéarité, ça sous-entendrait peut-être des explications, une cause à effet, etc. Enfin, un rapport logique à l'écoulement du temps, alors que ce que je voulais, c'était saisir des impressions sur ces deux vies, ces existences. Et encore une fois, il est question de mémoire aussi, et je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, mais la mémoire, elle n'est pas linéaire non plus. Elle surgit par un détail à un endroit, à un moment donné. Elle ne suit pas une logique linéaire, ou alors elle demande un effort d'organisation, mais la mémoire spontanée, elle n'est pas organisée. Elle est liée à des ressentis, à des choses... peut-être qu'on revient sur de l'organique, en tous les cas... c'était pas compatible avec ce que j'essayais de donner comme impression de lecture.
Et puisqu'il est question aussi de sentiments, beaucoup, est-ce que peut-être cette non-linéarité met une distance dans le temps et montre que malgré justement cette distance, les allers et retours, ce recul-là n'empêche pas justement que la force des sentiments demeure. Et on sent que c'est très très fort, ça, c'est que le sentiment est toujours là. En fait, il y a quelque chose qui résiste au temps. Peut-être moins pour... pas tant, je pense, à vos personnages que vous, dans l'émotion qu'on sent au regard du couple, justement, et un peu peut-être la tendresse et l'affection avec laquelle vous en parlez, justement. Oui, alors je suis désolée, je suis un peu décontenancée par l'action, je ne sais pas comment la prendre. Parce que c'est une histoire qui vous est assez personnelle, il me semble, enfin personnelle, disons. L'origine du projet, oui, après, je tiens quand même à dire que c'est vraiment une fiction, que c'est un travail de fiction, et malgré tout. Et le fait est que l'origine du projet, elle est effectivement familiale, l'origine de ma matière, elle est familiale, mais il y a déjà beaucoup de distance avec cette matière parce que ce sont des personnes que je n'ai pas connues. Donc déjà, il y avait une grande distance au départ et donc, bon, vous n'en avez pas d'image, vous n'en avez pas de représentation. Pour vous, ils peuvent être comme des... Ce sont déjà des personnages oui. de fiction où il n'y a pas du tout l'affect dont moi je parle. Oui, voilà, effectivement. C'est juste que moi, je l'ai ressenti en tant que lectrice. Qui oui, complètement après, néanmoins, dans les personnages, je les ai pris à un moment donné un peu comme des masques aussi. Donc, je leur ai projeté peut-être beaucoup de mes affects à moi et je voulais leur donner, oui, de cette force de vie quand même, de cette vivacité de sentiments. Alors que votre narratrice, Julia, on en a parlé un petit peu, mais on sent qu'elle a peur de l'oubli, elle a peur de perdre justement peut-être cette force de sentiment. Pardon, Claire, je mélange les prénoms. Dans le cœur quand il explose, c'est l'idée de cette phrase un peu ininterrompue. C'est qu'on a l'impression que si elle reprend son souffle, c'est presque l'amour qui pourrait s'arrêter tout d'un coup. Oui, bien sûr. J'ai oublié la question initiale. C'est plutôt celle-ci, parce que j'étais sur les sentiments en fait qui ne disparaissent pas, oui. Et on sent qu'ils demeurent alors que l'événement, lui, il date, on ne sait pas forcément de combien de temps, mais l'amour est toujours là, assez fort. Oui, bah en fait ça rejoint un peu effectivement ce qu'on disait, cette notion de flow et de ne pas. Enfin, du refus du silence, en fait. Mais oui, bien sûr, je pense que tant qu'il y a cette phase de déni et de refus, pour elle, c'est pareil, en fait. Déjà, l'amour est intact, et le personnage qui était son amoureux est toujours là dans son ressenti à elle. Après, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais c'est intéressant depuis quand il était mort. En fait, pour moi, c'était même pas une... je sais pas, c'est dans cette espèce d'idée où il y a un brouillement temporel et où on sait même plus ce qui relève de l'avant, de l'après, et où, en fait, elle-même perd corps. Enfin, on parlait du corps tout à l'heure, mais c'est un peu ça. Je pense, enfin là, maintenant que je me le demande, je pense que la narratrice elle-même ne sait pas ni quand est-ce qu'il est mort, ni de quand ça date, ni quand est-ce qu'elle-même elle est arrivée sur cette île, ni depuis quand elle est là, ni jusqu'à quand elle va rester. Enfin, en fait, tout ça devient une espèce de grande abstraction. Oui. De la même façon, peut-être, est-ce que c'est peut-être plus compliqué quand on parle de son propre père, mais la question de la force de l'émotion, elle est aussi convoquée parce que vous parlez justement de cette première épreuve qui est la disparition et ensuite la découverte du corps et de ces émotions en fait qui sont ramenées à la surface régulièrement, et pas que pour vous bien entendu, puisque d'autres personnages apparaissent, puisqu'on parle de romans, parce que c'est effectivement romancé, mais ces sentiments-là, ils sont sans arrêt à flot et ramenés, et vous les ramenez aussi volontairement.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose dont j'avais l'intuition assez vite, c'est que dans cette espèce d'injonction à faire le deuil, qui arrive très vite, hein, on nous dit, bon, tu n'as pas le corps, mais bon, il y a une espèce d'injonction de la société à passer à autre chose. Ça n'avait tout simplement pas de sens. Je ne comprenais pas très bien de quoi on parlait, quoi. Il y avait quelque chose de « il faut se remettre, se réactiver à la suite de ça ». Et j'avais plutôt l'impression que c'était baigné d'affects très négatifs, cette injonction-là, qu'il y avait quelque chose... il fallait très vite... il fallait très vite clore cette histoire pour maintenir sa psyché et puis passer à autre chose. Moi, j'avais au contraire l'impression que l'activation ou la réactivation, comme vous dites, de cette affection, le travail de cette affection et de se demander ce qu'elle provoque vraiment, ce qu'elle a semé tout au long de la vie, c'était pour moi un affect assez joyeux, en fait. C'était une manière de me dire, c'est la phrase de Barthes que j'aime bien, je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Et en fait, dans ce chagrin, il n'y a pas que de la peine terrible, il y a aussi une manière de vivre avec entre la peine et la joie, mais de vivre avec des sentiments vivants, quoi. Je vous vois hocher la tête si vous vouliez intervenir là-dessus, pas de problème. On parlait tout à l'heure des ronciers et un peu justement de cet environnement. Peut-être Claire, un mot, parce que cette histoire, on le disait, se passe sur une île en Grèce. On a quitté la ville, les gaz, justement les manifestations, la violence à laquelle ont été confrontés les personnages. Quel rôle joue justement là l'odeur des citronniers, l'île avec la pluie c'est pas un hasard que vous l'ayez emmenée là-bas, même si on ne sait pas depuis combien de temps elle y est, peut-être qu'elle a fait autre chose avant, mais c'est très imbriqué dans l'écriture, cette île grecque. Oui, alors il n'y a pas vraiment... en fait, il n'y a volontairement pas de lien historique ou littéraire avec la Grèce. C'est... ni une volonté de faire réapparaître, je sais pas, par exemple des figures de la mythologie ou j'en sais rien, et même au contraire, en fait, il y a un peu cette idée d'aller s'ancrer dans un... Alors déjà, la première chose, c'est que la Grèce, c'est quand même un lieu extrêmement thérapeutique. Moi, je trouve ça... j'ai un amour inconditionnel pour la Grèce. Et puis, je sais pas, il y avait cette envie pour, encore une fois, essayer de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on nous enseigne, je sais pas, d'un truc dans lequel on essaierait de nous faire baigner, d'aller dans une terre qui est elle-même pleine de légendes et de mythologie, et d'en faire complètement autre chose, et qu'en fait ce soit un paysage un peu à part, comme si le paysage n'avait pas d'histoire, au même titre que la narratrice pense qu'elle en a plus, alors que en réalité elle en a une, mais elle est incapable de la vivre. Et là c'est pareil, en fait c'était l'idée de faire exister l'île déjà comme un personnage, et au même titre que la narratrice, de la déposséder un peu de son histoire, de tout ce qui l'habitait avant. Et donc j'envisageais l'île très au présent, quoi, dans un truc... et par ailleurs, elle est là en permanence, mais c'était pas... prémédité, parce que je suis réellement partie sur cette île pour écrire ce texte, en n'étant jamais allée là-bas, donc j'avais une vague idée, parce que je connaissais un petit peu la Grèce, de ce sur quoi je pouvais tomber, ce à quoi je pouvais m'attendre. Mais en fait, ça a été une espèce de dialogue quotidien entre l'île et le texte, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est imbriqué. C'est-à-dire qu'elle ne va pas à la plage, c'est pas la Grèce du ciel bleu, et non, c'est pas du tout ça. Non, alors Mamma Mia a été tournée sur cette île, à Skopelos, mais effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes dispositions. Je voudrais qu'on parle de la langue, mais là, de manière très
premier degré, c'est-à-dire les langues étrangères à travers Sporen, parce que donc on est aux Pays-Bas et les personnages, déjà le couple, la communication à travers la langue peut être compliquée, parce qu'ils ne parlent pas véritablement la même langue. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette langue qui est infusée dans l'écriture, puisqu'on passe aussi, nous, en tant que lecteurs, du français au néerlandais, et pas qu'au néerlandais, il y a le limbourgeois. Oui, très bien. C'est ça. Oui, effectivement, en fait, il y a 3 langues qui se croisent dans Sporen. Donc, il y a le français qui est ma langue d'écriture, mais il y a aussi donc le néerlandais qui est la langue de Rinske, c'est donc la langue officielle du pays. Et Wim, lui, il parle un dialecte qu'on parle dans le sud des Pays-Bas, dans le Limbourg, donc le limbourgeois. Et ce sont vraiment, même si ce sont de langues proches, en tous les cas plus proches que le français et le néerlandais, sont quand même de langues différentes et distinctes. Et le dialecte que parle Wim, il est aussi marqué par, je ne sais pas si le mot c'est mépris, mais une forme quand même de mépris de la part du reste du pays. En fait, c'est comme l'équivalent du patois qu'on peut trouver dans certaines régions en France, qui est très marqué parce que ce sont des langues rurales, ce sont des langues orales, qui ne s'écrivent pas, enfin voilà, donc des langues de seconde zone, en tous les cas, là. Et donc j'ai parsemé le texte, effectivement. D'ailleurs, le titre, ça vous a sauté aux yeux, est en néerlandais. Les titres des fragments le sont aussi, mais ils sont traduits. Et le texte est parsemé de différents mots, soit de néerlandais, soit de dialecte. Et ça a été un travail d'équilibrage un peu délicat. Ça me semblait évident de devoir en mettre pour exprimer certaines choses, pour donner un peu ce sentiment, ce goût, peut-être cette sensualité de cette autre langue aussi. Mais néanmoins, j'ai bien conscience que ça ne va pas de soi pour un lectorat francophone non belge de rencontrer du néerlandais. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si. Le téléphone est abandonné sur le comptoir, les cafés, ces bruits, ces gens, des gens qu'il reconnaît, les siens, ils parlent comme lui, alors qu'ici tout le monde parle néerlandais, pire. Echt Hollandsch. Ils lui disent qu'il a un accent, un truc traînant et lourd qui vient du sud. Ils disent du Limbabwe, ils font les singes, se grattent la tête et les aisselles. Pour l'imiter, ils parlent au ralenti comme des attardés. Leur bouche s'ouvre trop grand. Wim peut voir leur glotte, il leur fout très bien le poing dedans. Voilà, c'est une phrase longue, je vais la couper un peu comme ça au milieu, mais c'est ça, justement, oui. Cette idée de mépris qui suinte, en fait. Oui, absolument. Et quelqu'un me disait, et c'est vrai, en fait, ça pose aussi la question de Wim et Rinske ne parlent pas exactement la même langue, ce qui sous-entend qu'ils n'ont peut-être pas non plus exactement la même sensibilité. Enfin, il y a plein de choses que ça induit. Et est-ce qu'on peut s'aimer au-delà de la langue? Et je pense que chez eux, ça passe davantage par les gestes, en fait, que par cette langue qui n'est même pas complètement commune. Et justement, dans le fait de s'aimer, des choses qui peuvent faire barrière et faire obstacle et qui sont difficiles à gérer, on a évoqué la disparition, mais on n'a pas évoqué effectivement la maladie que vous avez mentionnée un petit peu tout à l'heure en creux, mais qui est importante parce que c'est aussi un grand bouleversement dans la vie de la famille et dans la relation au père. C'est cette maladie dont à un moment vous parlez vous aussi, parce que bien sûr la transmission, ça peut être cette peur un peu de soi aussi, être l'héritière de cette maladie-là. Quel rôle elle a joué et quelles difficultés elle a posé dans le récit? Justement, c'est aussi un jeu entre les mots et le silence, la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sortent et qu'on ne s'attendait pas à entendre, et puis il y a des silences à des endroits où on voudrait que les gens parlent. Donc il y a effectivement tout un rapport comme ça qui est inhabituel et avec lequel il faut se familiariser. Moi, effectivement, je m'aperçois à ce moment-là, après la disparition de mon père, que j'ai cette peur, cette espèce d'angoisse panique de voir mes mots disparaître. Et peut-être que écrire, c'est une manière de conjurer ça. Mais voilà, cette angoisse, elle touche d'abord le fait de se dire, est-ce que je serais capable, moi, de retenir les mots? Il y a une espèce de flot comme ça qui s'écoule en dehors de soi, et on se dit, est-ce que moi aussi, ça va
ça va me traverser cet écoulement-là. Oui, bien sûr, vu que quand on écrit, forcément, les mots, c'est important. Et d'ailleurs, vous l'exprimez comme ça dans le texte. Pendant les années qui suivent la disparition de mon père, je tiens fébrilement le compte des synonymes difficiles à trouver, des noms qui m'échappent, des dates confondues, des blancs dans la journée. M'arrêter brusquement dans un couloir du métro, réaliser que je ne sais pas quelle ligne prendre, que je ne m'oriente pas, qu'il manque la fermeté du sol sous mes pieds. Alors je me demande, inquiète, si ce sont les signes avant-coureurs de la maladie, si c'est une malédiction sur plusieurs générations. Voilà, ça c'est la façon dont vous en parlez. Et justement, est-ce que écrire, c'est canaliser l'émotion? C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que ça peut permettre ça? Je crois que l'émotion, par définition, c'est quelque chose qui ne se canalise pas du tout. Ou que si on essaye de la canaliser, ça ne se passe pas très bien. J'ai l'impression que s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec l'émotion, ce serait peut-être juste se laisser traverser, quoi. Et puis admettre que ça passe d'une manière ou d'une autre. Pas de contrôle. Je ne crois pas que l'ici soit dans le contrôle, même si j'essaye comme tout le monde. Hein, mais... Est-ce que écrire peut aider? Est-ce qu'on a besoin d'être aidé justement, ou comme on le disait là, il faut que ça, peut-être qu'il vaut mieux que ça sorte cette émotion? Moi j'aurais tendance à dire que c'est là en fait, c'est là. Donc soit, je crois que à partir du moment où on vit en étant transpercé par l'émotion un peu en permanence, bah, on a deux options. On en a trois, comme tu disais. C'est soit on essaye de lutter contre, mais là, bon courage, quoi. Soit on vit avec et on se la coltine et on n'en fait rien. Et ça peut être très beau aussi, mais ça dépend de ce par quoi on est traversé. Soit on en fait quelque chose, et du coup, moi, c'est plutôt ça, au contraire. C'est effectivement, moi non plus, pas du tout d'essayer de la canaliser, mais plutôt de me dire, quitte à ce que ce soit là et à ce que je sois comme ça. Mais ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir besoin de consigner les événements, et après, chacune développe ses armes pour lutter dans la vie, quoi. Mais moi, c'est vrai que, excusez-moi, que l'écriture, c'est un moyen de faire avec ce que j'ai, et même au-delà, c'est que maintenant, chaque nouvelle tuile qui m'arrive, bon, évidemment, je préférais qu'elle m'arrive pas, mais elle m'arrive, et il n'y a plus qu'à voir comment la transformer en une matière qui va me sembler intéressante et peut-être intéresser d'autres personnes, quoi. C'est une sorte de dialogue entre plusieurs, enfin de tout le monde, quoi, en un sens. Ce serait difficile d'écrire sur quelque chose qui n'est pas une tuile? C'est une bonne question. Non, pas forcément. Pas forcément. Après, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Là, je parlais des tuiles en l'occurrence, parce que c'est toujours un vivier. Après, je ne sais plus quel auteur, je crois que c'est un auteur, avait dit « Je commence jamais un roman quand je vais bien ». J'avoue que je crois que moi non plus. Mais pas parce que... en fait, pas du tout avec une vision pessimiste de la vie, c'est pas du tout ça, c'est même au contraire, en fait, et ça rejoint un peu ce que disait Céline tout à l'heure par rapport à la tristesse, où tu disais qu'il y avait toujours une pointe de joie dedans, enfin, en tout cas, une espèce de méli-mélo comme ça, d'émotion, et c'est vrai que... pour ma part, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très beau dans toutes les formes de désespoir qui existent, et donc, oui, j'en fais l'aveu, les émotions dites négatives, mais que moi je considère pas comme négatives en fait, qui sont juste là, sont plus fertiles à mon sens, quoi. Moi je dirais que dans l'écriture, en fait, je crois que j'ai trouvé une matière, ou en tous les cas un terrain dans lequel je peux essayer de donner forme, et une forme d'expression à l'intensité d'énormément de tous ces sentiments, émotions qui me traversent aussi au quotidien, comme tout être vivant et sensible, mais qu'en tous les cas, ça peut être... c'est juste que là, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour essayer d'en faire quelque chose et de donner
à partager quelque chose de cette force, de cette intensité. Avec d'ailleurs des personnages, je ne l'ai pas trop évoqué, peut-être pas, enfin peut-être surtout du côté de Vim, où on est dans l'ambivalence, c'est-à-dire que c'est un couple et c'est un homme qui est tour à tour sympathique et ambivalent, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'empathie à tout instant. Oui, et ça me semblait absolument essentiel. Enfin, il est un être complexe, donc il est mauvais par endroits, mais il est aussi impuissant à d'autres et il essaye à sa manière. Et au départ, lorsque j'ai commencé à écrire, Wim, il était extrêmement... il m'était très peu sympathique. J'avais beaucoup de mal à l'écrire, en fait. Mais on tombait très vite dans quelque chose de noir et blanc et même peut-être un peu cliché. Et il a fallu vraiment apporter de la nuance. Et j'aime beaucoup oh là là, mais j'ai un problème avec les noms. C'est Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse. Il invite à une urgence de la nuance. Et c'est des mots, moi, qui me touchent particulièrement. Et je pense que j'ai essayé d'apporter ça aussi dans ce projet d'écriture. Toujours une nuance, mais qui passe donc aussi par une espèce d'ambivalence, un doute aussi sur qui il est vraiment. Tout à fait, et c'est peut-être à cet endroit-là aussi que la littérature est intéressante, c'est quand tout n'est pas est clairement dit, donné, l'ellipse, les non-dits dont vous parliez font aussi vaciller le lecteur, et c'est peut-être ces moments-là aussi où il se passe quelque chose. On a peut-être 2 minutes encore pour conclure, terminer, si quelqu'un avait envie de prolonger par une question, une remarque à l'une ou l'autre, voilà, si quelque chose a fait écho avec vous ou pas, ou si vous êtes juste en train d'écouter religieusement, c'est très bien aussi. Voilà, c'est l'occasion. Non, je vois pas de main levée. Vous préférez aller les questionner directement ensuite, parce qu'à l'issue de la rencontre, vous allez retrouver des tables dehors pour signer éventuellement vos livres par milliers et pouvoir discuter directement. Quelquefois, on ose beaucoup plus, donc à ce moment-là, on va en rester là. Je vous remercie, merci beaucoup à toutes les trois. Grand plaisir, et merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci.